SIDO, les interviews. Le podcast du SIDO, l'événement de référence en France dédié aux technologies IoT, intelligence artificielle, robotique et réalité immersive. Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de podcasts en direct de la Cité internationale de Lyon pour la 9e édition du SIDO, l'événement historique de tous les acteurs de l'écosystème IoT, intelligence artificielle, robotique, salon, vous le savez, maintenant qui est devenu en Europe l'événement référence de toutes les technologies. Dans ces podcasts, j'ai le plaisir de recevoir les experts du secteur sur des sujets très précis. Il y a plusieurs épisodes qui sont déjà disponibles sur les différents sites internet, celui du SIDO, celui de Lyon Première. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Mon invité, c'est Juliette Simonetto. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes secrétaire générale à l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire. Vous sortez tout juste de conférence, une conférence qui a duré à peu près une petite heure, sur le sujet suivant, solutions de circularité pour la décarbonation des territoires. On va donc parler innovation et territoire. D'ici 2050, environ 70% de la population mondiale vivra en ville, contre, si je ne me trompe pas, 55% actuellement. Cette croissance démographique, évidemment, aura des répercussions sur la consommation, sur les déchets et les émissions de gaz à effet de serre des villes. On est d'accord, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, il faut se pencher sur des solutions. En quoi l'économie circulaire peut être acteur de la décarbonation ? En quoi c'est impératif selon vous aujourd'hui ? Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de rappeler ce qu'est l'économie circulaire. Donc, on définit souvent l'économie circulaire comme en opposition à l'économie linéaire, qui est notre système économique actuel, qui vise à extraire les ressources, produire, consommer et jeter. C'est un système qui a atteint ses limites. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un tas de rejets, de pollution, de déchets qui sont produits. Et aujourd'hui, il faut trouver une solution face à ce problème. Donc l'économie circulaire, c'est comment est-ce qu'on va extraire le moins de ressources possible, produire différemment, mieux consommer et moins consommer, et enfin faire en sorte qu'il y ait le moins de déchets possible à la fin, donc allonger par exemple la durée de vie des produits. Une fois qu'on a dit ça, si on se penche sur la question de la consommation de ressources au niveau mondial, c'est aujourd'hui près de 100 milliards de tonnes de matériaux qui sont consommés chaque année. Ouais, c'est énorme, évidemment. Et en fait, un des indicateurs principaux que l'on a aujourd'hui en matière d'économie circulaire, ça va être le jour du dépassement. Cette année, le jour du dépassement, ça arrive le 2 août, donc on l'a déjà passé, et c'est à partir de ce jour que l'ensemble du monde vit à crédit, c'est-à-dire que on a consommé toutes les ressources que l'écosystème est capable de régénérer en une année, que la Terre est capable de régénérer. On brûle un peu les deux bouts en ce moment, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc évidemment, la question de la finitude des ressources est prioritaire et très importante aujourd'hui. Et il faut savoir que pour décarboner aujourd'hui notre économie, on va avoir besoin de faire appel à de nouvelles technologies, à décarboner la production d'énergie. Et pour ces nouvelles technologies, on va extraire une quantité de matières qui est très importante et des matières qui sont parfois très critiques. Et donc, il faut repenser un petit peu notre manière de produire et de consommer ces biens pour finalement y arriver. L'idée, c'est de mettre en place une boucle de production, c'est ça ? C'est un peu fermer cette boucle ? Voilà, tout à fait. Ça va être vraiment d'optimiser l'utilisation de ressources, d'allonger la durée de vie des produits, de produire différemment, d'éco-concevoir nos produits, c'est-à-dire de prendre en compte dès la conception d'un produit l'ensemble de son cycle de vie en minimisant à chaque étape les impacts environnementaux pour faire en sorte aussi d'intégrer les conditions de leur réparation, de leur durabilité, etc. Alors, je vais sortir peut-être un petit peu du sujet. On sait que c'est une prise de conscience générale, l'écosystème, l'énergie, etc. Est-ce que c'est facile à mettre en place ? C'est bien de le dire, mais est-ce que c'est facile de le mettre en place aujourd'hui ? Est-ce que vous sentez qu'il y a cette volonté de le mettre en place et que ça se fait là, que ça commence à être... Alors, c'est une transformation profonde qui nécessite des changements profonds et déjà une prise de conscience dès le début qui n'est pas forcément effective pour tous les acteurs. On le voit bien ces dernières années, notamment avec la crise pandémique, avec les guerres géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine. Les entreprises et les collectivités territoriales se sont rendues compte en fait que c'était une nécessité de sécuriser les approvisionnements. On a eu des usines à l'arrêt, des chantiers qui se sont retrouvés à l'arrêt. Ça a perturbé les chaînes de valeur. Et donc, voilà, il y a une nécessité vraiment de repenser
et vraiment de sécuriser les approvisionnements. Donc en fait, c'est plus un choix pour ces acteurs, mais vraiment une nécessité, un impératif pour assurer la durabilité et la viabilité de leur modèle d'affaires et la durabilité de leurs écosystèmes pour les collectivités territoriales, par exemple. Vous avez parlé de solutions innovantes pour atteindre ces objectifs. Quelles sont-elles, ces solutions, aujourd'hui ? Alors, il faut effectivement, pour les entreprises, repenser leur modèle d'affaires. Donc, ça va être, par exemple, faire des analyses de cycle de vie pour voir comment est-ce que l'on peut optimiser l'allongement de la durée de vie des produits. On n'est pas ici dans un discours moralisateur. Vraiment, on essaye de trouver des solutions face à un problème qui s'impose à nous. Et ça permet... c'est pas... mettre un petit peu d'économie circulaire dans un système qui est linéaire, c'est vraiment repenser l'ensemble du modèle. Et ça permet aussi de faire des économies de coûts. Quand on pense à l'optimisation, l'utilisation des ressources, ça va être dans un premier temps d'utiliser moins de ressources, donc d'optimiser les coûts sur ces questions-là. Quels ont été les échanges lors de cette conférence ? Quels étaient les invités ? Vous avez, j'imagine, bien échangé ? J'étais avec une dame qui travaille chez SNCF Immobilier, qui est référente RSE sur ces questions. La SNCF est en train vraiment de se saisir de ces enjeux et de mettre en place des expérimentations sur le sujet. On a parlé de l'évolution des politiques d'achat à la fois des entreprises, mais également des acteurs publics. Si on parle par exemple de la commande publique, donc des achats de l'État et des collectivités territoriales, ça représente 10% du PIB. Donc on voit que c'est une demande qui a un poids économique vraiment très très important. Et donc, si on effectue la transition, et si on arrive à intégrer des critères d'économie circulaire dans ces marchés, dans les achats, ça peut avoir un vrai impact du point de vue de la ressource. Un mot peut-être sur l'Institut national de l'économie circulaire dont vous êtes la secrétaire générale, pour les auditeurs peut-être qui découvrent aujourd'hui le podcast, qui ne connaissent pas l'INEC. C'est quoi ? Alors, on est une association qui a maintenant 10 ans, qui a été créée en 2013, qui a pour mission de promouvoir l'économie circulaire et d'accélérer son développement. Donc on est en fait un think tank, do tank. On travaille avec des adhérents qui sont des entreprises, ça va vraiment de la PME au grand groupe, des collectivités territoriales, des associations, donc des ONG, des universités, des fédérations d'entreprises. Donc vous voyez une grande diversité d'acteurs de taille aussi très variée, ce qui nous permet de nourrir vraiment les réflexions et d'avoir une vision globale de ce qui se fait aujourd'hui en matière d'économie circulaire et ce qui se fera aussi dans les années à venir. Vous avez parlé des grands groupes, puisque vous travaillez avec eux. Quelles sont leurs réactions par rapport à l'économie circulaire ? Parce que c'est peut-être les premiers concernés finalement. Tout à fait. Ils voient l'intérêt et la nécessité d'intégrer ces questions. Ils s'en saisissent. Après, il faut vraiment que ça infuse dans l'ensemble de la stratégie de l'entreprise. On observe aujourd'hui que l'économie circulaire, c'est quelque chose encore qui est traité au sein des stratégies RSE, développement durable. Et on espère que dans les années à venir, ça sera vraiment un axe stratégique pour ces grands groupes. C'est ce que j'allais dire, c'est que dans quelques années, finalement, qu'on aura peut-être des exemples à montrer à ces grands groupes en leur disant, vous voyez, ça fonctionne. Alors, il y en a des exemples, et c'est un peu ce que l'on remarque et ce que l'on déplore aussi, c'est-à-dire qu'il y a plein de super expérimentations qui sont menées aujourd'hui. Il y a encore des difficultés aujourd'hui pour faire en sorte que ces expérimentations passent à l'échelle. Et c'est un peu ce sur quoi nous, on travaille aujourd'hui à l'INEC. Dernière question, je pose la question à tous les intervenants. Vous avez eu le temps de faire un petit tour au SIDO, donc vous êtes arrivé vite là, tout à l'heure, vous aurez l'occasion très certainement tout à l'heure. Le SIDO, c'est un événement important, on le sait, chaque année, pour les acteurs notamment de la robotique, l'écosystème, etc. C'est l'occasion d'échanger aussi, de voir ce qui se fait. Oui, tout à fait. Tout le monde est concerné par ces enjeux de ressources, d'autant plus quand on est sur des technologies high-tech comme ça. Donc, il y a une question aussi de sensibilisation de ces acteurs pour faire en sorte qu'ils se saisissent de ces sujets et puissent aussi en avoir conscience et les intégrer dans leur stratégie. C'est vrai, quand on discute avec eux, quand on les croise, ce sujet finalement revient souvent sur la table. D'autant que pour la production de leurs équipements, il y a besoin d'un certain nombre de ressources qui sont parfois très critiques. Si on parle par exemple du cuivre, du lithium, du cobalt, ce sont des ressources aujourd'hui qui sont finies et pour lesquelles
il va y avoir dans les années à venir de grosses difficultés d'approvisionnement. Une partie de votre mission est aussi de sensibiliser, vous l'avez dit, de faire passer le message. Là, vous êtes au SIDO, mais j'imagine que vous avez pas mal de déplacements aussi pour essayer de faire passer ce message, entre guillemets, de parler de l'économie circulaire. C'est vrai que c'est une thématique qui a 10-15 ans, en tout cas qui se démocratise depuis à peu près ce laps de temps. Donc on est souvent invité dans des salons professionnels, au sein de tables rondes, pour faire des conférences et pour aborder tous ces enjeux et voilà, débattre sur comment trouver des solutions aussi pour effectuer cette transition et engager tous les acteurs dans cette démarche. Ouais, c'est l'objectif des prochaines années, je crois, jusqu'à 2030, à l'échelle 2030, décarboner la France. La transition écologique, évidemment, revient souvent dans les discussions. Merci beaucoup de vous être arrêté à notre studio. Juliette Simonetto, je rappelle que vous êtes secrétaire générale à l'INEC, c'est l'Institut national de l'économie circulaire. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet. J'imagine que vous avez un site internet. Tout à fait. Bon, merci beaucoup. À bientôt. C'était SIDO, les interviews. Le podcast du SIDO, l'événement de référence en France dédié aux technologies IoT, intelligence artificielle, robotique et réalité immersive.